passage du portrait du roi que tu as cité tout à l'heure, l'idée c'est de travailler sur de grands ensembles d'images qui sont liées à un thème particulier de la culture populaire. Alors, je vous donne un exemple. J'ai commencé, et ça a été le point de départ, à travailler sur les images de dinosaures en faisant la découverte, qui était pour moi une surprise, que ces images, dont l'histoire commence autour de l'histoire 40, sont des formes démonstratives. C'est-à-dire pas simplement l'image de quelque chose, mais puisque nous ignorons à quoi ressemblaient ces espèces, des hypothèses incarnées qui avaient un rôle dans un contexte particulier. En l'occurrence, les images de dinosaures sont des images du pouvoir de la science. À partir de là, je me suis mis à chercher des corpus où l'image joue ce rôle démonstratif de la culture populaire. J'ai notamment travaillé sur les fusées, qui est un des grands thèmes de la culture technique des années 50-60. Très intéressant. Voilà, c'est aussi une autre image imaginaire, même si ça paraît être une réalité technologique. On ne peut pas rentrer en détail, évidemment. Et donc, il était assez logique sur cette lancée de s'intéresser aux soucoupes volantes qui semblaient pouvoir fournir un équivalent, disons, des dinosaures, c'est-à-dire des images à qui l'on demandait de figurer un phénomène inexistant. Je parle évidemment du principe que les soucoupes n'existent pas. Dans un contexte particulier. Et là, je me suis heurté à un problème inattendu. Dans le cas des soucoupes volantes, l'image ne semble pas jouer un rôle fondamental. Ça, c'est évidemment au milieu pour un spécialiste des images. Alors, l'histoire des soucoupes elle est assez longue, elle comporte plusieurs phases différentes. Je vais me concentrer uniquement sur la première, celle qui commence avec cet ouvrage de Donald Keyhoe, publié en 1950, qui est voilà, le vrai démarrage. Il y a une chronologie qui remonte à 48, mais bon, voilà, je pense que le point de départ il est là. Le livre The Flying Saucers Are Real, traduit en français l'année suivante, les soucoupes volantes existent, et vous voyez d'ailleurs sur les deux couvertures qu'il y a deux versions de soucoupes assez différentes. Elles sont peut-être réelles, mais en tout cas, on va dire que leur forme n'est pas encore assignée. Donc, sur cette période qui commence au début des années 50 et s'étend jusqu'au milieu des années 60, donc une bonne quinzaine d'années un peu plus, qui est le moment d'émergence de la soucoupe et le moment où la soucoupe est associée aux extraterrestres. Tout ça paraît très logique, hein, évidemment. Enfin, il y a une période avant où il y a un petit démarrage de la soucoupe, mais pas des extraterrestres, 48-50. Donc 50, c'est le démarrage soucoupe plus extraterrestre. Et après 66, 67, 68, on entrera dans d'autres histoires avec les abductions, les enlèvements et Roswell. Donc là, je suis avant Roswell. À propos de cette première phase, Carl Gustav Jung, qui consacre en 58 un petit opuscule à la question des soucoupes, écrit, je le cite, écrit avec beaucoup de justesse, me semble-t-il, considérant le goût notoire des Américains pour la photo. Il est surprenant de constater à quel point il semble exister peu d'images authentiques d'OVNI, alors que plusieurs apparitions sont censées s'être déroulées pendant plusieurs heures dans une relative proximité. Je connais quelqu'un qui dit avoir vu un OVNI avec plusieurs centaines d'autres personnes au Guatemala. Il avait son appareil photo avec lui, mais dans l'excitation, il oublia complètement de prendre une photo, quoi qu'on soit en plein jour et que l'objet volant fût resté visible pendant 1 heure. Je n'ai pas de raison de douter de l'honnêteté de ce témoignage. Il a à tout le moins renforcé mon impression que les ovnis sont en quelque manière pas photogéniques. Et c'est vrai. Au début, il y a très peu d'images. Elles paraissent pour la plupart assez visiblement trafiquées. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ne forment pas le principal matériau démonstratif. Et c'est ça qui est intéressant. Le matériau démonstratif du soukoupisme, on va dire, sont les témoignages, et surtout la masse des témoignages. L'idée, c'est d'accumuler des dossiers de plusieurs centaines, et très rapidement de plusieurs milliers de témoignages, qui sont donc en général écrits à partir de transmission orale, qui comportent en général pas de documents
annexe, et donc voilà, excessivement peu de photographies, encore moins de films. Donc les preuves, c'est le témoignage et surtout la masse des témoignages, puisque très vite, on comprend que ça devient l'argument démonstratif, c'est dire, oui, mais en gros, vous n'avez pas lu le dossier de 4000 pages, donc vous ne savez pas de quoi vous parlez, donc les scoops existent. Évidemment, je caricature à dessein, donc Pierre Lagrange a étudié de façon beaucoup plus détaillée ce phénomène, où il explique qu'on se trouve dans la construction rationnelle d'un récit délirant, c'est-à-dire une technique de l'élaboration d'une réalité qui emprunte au mécanisme des masses médias, notamment par la répétition, la multiplication, le déplacement, et un emprunt de certains modèles scientifiques, l'autorité, la rhétorique, l'usage des sources. Et donc, comme dans les cas qui sont plus connus aujourd'hui, comme le conspirationnisme autour du 11 septembre, par exemple, vous avez un principe de multiplication des arguments et de déhiérarchisation de l'argumentaire. C'est-à-dire que tous les arguments se trouvent mis au même niveau. Et évidemment, quand vous vous trouvez face à 400 ou 500 arguments, la discussion tourne très vite. Il y a d'autres problèmes qui sont... Alors, voilà, donc cette pauvreté de l'iconographie, en particulier dans la période 50, mais ça ne va pas beaucoup changer après. Ici, je vous montre un extrait d'un des premiers articles consacré par un journal qui est Popular Science, qui est un journal reconnu comme relativement sérieux, en août 1951. Et vous voyez que de façon intéressante, l'iconographie mobilisée, voilà, ça c'est la seule image qu'ils ont trouvée comme image la plus visible d'une soucoupe. Et donc évidemment c'est un trucage. Et les 4 autres illustrations sont 2 photographies d'autres dispositifs, donc en l'occurrence des ballons. Donc les hypothèses soulevées pour expliquer ce qu'on voit. Donc, il y a des ballons, il y a des appareils secrets, qui est là en l'occurrence une sorte d'avion développé par les Américains. Et puis les 2 dernières images, vous avez un photogramme du film The Day the Earth Stood Still, le jour où la Terre s'arrêta, dont on va vous montrer un extrait tout à l'heure, et puis une image astronomique. Donc vous voyez que effectivement on a quand même un problème d'image. On pourrait dire aussi que, de façon plus générale, la soucoupe est une sorte de non-forme, c'est-à-dire c'est vraiment le disque, c'est la forme la plus simple. Si on imagine qu'on doit l'apercevoir en regardant le ciel, il n'y a à peu près rien de plus simple que, je veux dire, même si vous regardez le ciel là, maintenant, tout de suite, on va dire qu'il y a 2 chances sur 4 que vous aperceviez quelque chose qui va être rond et qui... parce qu'il y a tout un tas de problèmes oculaires de façon tout à fait normale. Donc voilà, c'est vraiment cette forme qui est très simple et qu'on trouve très facilement un peu partout. C'est-à-dire qu'évidemment, les soucoupistes ont cherché a posteriori à reconstituer une chronologie. Donc là, je vous montre par exemple une des versions illustrées, il y en a eu énormément, de la guerre des mondes de Wells, qui paraît en 1898. Et donc ça, c'est une édition illustrée de 1913 avec, bon, c'est pas une soucoupe, c'est un tripode, mais effectivement, il a une forme arrondie, ou voilà, encore un autre exemple, il y en a des dizaines. Ça, c'est Buck Rogers en 1929. Et voilà, vous avez effectivement un véhicule. Bon, à partir du moment où c'est rond, voilà, ça peut effectivement jouer le rôle d'une soucoupe. Alors, d'une manière assez curieuse, finalement, et puis il y a le terme UFO ou OVNI, qui vient remplacer dès 51 le terme soucoupe, qui est le premier terme, précisément parce qu'il est plus... Donc le sens de ce remplacement, c'est d'avoir un terme plus générique et plus vague. C'est-à-dire que dans OVNI, objet volant non identifié, ou UFO, qui signifie la même chose, vous mettez à peu près tous les phénomènes spatiaux observés. Et donc effectivement, ce qui est très frappant quand on regarde un petit peu les témoignages, je ne me suis pas plongé dans cette littérature, mais j'ai fait quelques pioches, et donc on a des objets de toutes formes, qui peuvent être évidemment ovoïdes, ronds, etc., mais aussi allongés, carrés, cigaroïdes, et de taille alors extrêmement diverses.